Allez. Bon. 1, 2, 13, 4, clap. Donc je commence sur la prise de parole. Alors c'est important que je dise le mot prise de parole. C'est plus important pour moi que même ce qui est un petit peu à la mode à l'heure actuelle, l'oralité, l'éloquence, la rhétorique, ainsi de suite, même si j'en parlerai un tout petit peu. Pourquoi la prise de parole ? Parce que je pense que la parole ne se donne pas, même si vous m'avez donné la parole aujourd'hui pour parler, elle ne se donne pas, elle se prend, elle est prêtée, et il faut presque des fois la voler pour qu'elle soit prise par rapport aux autres. Elle est liée bien sûr à l'écoute, mais plus que ça, elle est liée, je pense, à la vraie fracture dans nos sociétés actuelles. Il y a ceux qui ont été habilités, qui ont eu les éléments nécessaires, qui n'est pas qu'une fracture sociale, selon les parents, selon l'éducation, la transmission, le collège aussi. Il y a ceux qui ont eu une prise de parole qui est facile, et donc qui savent la prendre, qui se sentent légitimes à travers la prise de parole, qui sentent aussi qu'ils ont quelque chose à dire, et puis il y a ceux qui n'osent pas la prendre. Me revient souvent dans les conférences que je fais sur la prise de parole, cette phrase qui est dite surtout, et pas exclusivement, mais par des femmes, c'est-à-dire qu'on leur a entretenu ce langage, par exemple, ne parle pas pour rien dire. Et c'est intéressant aussi de se dire que pour parler, il faut avoir quelque chose à dire. Alors qu'en fait, on est dans une société totalement bavarde. Donc je vais essayer de faire rencontrer cette prise de parole avec ce bavardage incessant qu'on a sur les réseaux sociaux éventuellement. C'en est un, j'espère que ça ne va pas être du bavardage. Et puis qu'on a aussi sur les médias, quels qu'elles soient, comme la télé, où j'ai l'impression qu'on donne surtout la parole à ceux qui n'ont rien à dire et qu'on retire la parole à ceux qui ont quelque chose à dire. Et que pour moi, si je me fais une image de la démocratie, c'est que tout le monde puisse avoir la prise de parole possible et qu'on puisse, ne même pas nous la donner, avoir tous la possibilité d'avoir l'occasion de la prendre. Alors d'où me vient cette passion de la prise de parole ? Bien sûr, mon métier, j'y reviendrai après, c'est celui d'un metteur en scène, donc un rapport particulier à la parole, au langage, au texte, mais c'est aussi parce qu'il y a plus de 6-7 ans, mon fils regardant à la télé un film qui s'appelle À voix haute, qui a été nominé à Cannes et tout ça, qui est un film de Stéphane de Freitas, qui donc a décidé, dans l'université de Saint-Denis, puisque c'est un milieu dont il avait fait partie, dont je crois que vous faites partie, il était à Saint-Denis plus jeune et s'est retrouvé, parce qu'il était dans l'équipe de France de basket, il s'est retrouvé du jour au lendemain dans un beau collège à Saint-Cloud, et il s'est aperçu qu'il n'avait pas les mêmes mots à Saint-Denis qu'à Saint-Cloud, et qu'il était exclu. Mais vraiment le mot est fort pour lui, mais réel. Il était exclu à la fois par son vocabulaire, à la fois par son type de langage, à la fois par sa prise de parole, et il s'est mis à se trouver très silencieux au milieu d'autres jeunes qui avaient une grande facilité à parler. Donc il a créé Eloquentia, qui est maintenant un des concours, enfin le concours le plus important en langue francophone, dans lequel on a ouvert des antennes à droite à gauche. Moi j'ai ouvert une antenne à Nanterre, on a ouvert des antennes à Limoges, Orléans, enfin maintenant il y a un petit peu partout, Marseille, Bordeaux, enfin voilà. Et son but, à Stéphane de Freitas, c'est justement que cette prise de parole soit à des endroits où la facilité n'a pas été donnée pour l'apprendre. Qu'est-ce que c'est aussi pour moi la prise de parole ? La prise de parole, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, on est dans une société, pour moi, du goût. J'adore dire la phrase de Marcel Achard qui dit « le bon goût, c'est mon goût ». On est tous persuadés d'avoir bon goût. Si on ne peut pas dire c'est parce que j'ai mauvais goût que j'ai aimé le Titanic. Vous voyez ce que je veux dire ? On pense qu'on a aimé le Titanic parce qu'on a bon goût. Et j'en pense qu'on est dans presque la tyrannie du goût. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on dit « j'aime » ou « j'aime pas », on a raison de dire ce qu'on a à dire. Et qu'on n'est plus dans une société de l'argumentaire, donc on n'est plus dans une société de la pensée, d'argumenter pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. On est dans une société où l'émotion, l'émotionnel, la prise de goût, l'opinion, en fait il suffit d'avoir une opinion, et tout le monde a une opinion sur tout. Mbappé a une opinion même presque sur la philosophie, alors que nous les philosophes on n'a pas une opinion obligatoirement sur le football. Donc à partir de ce moment-là, je pense aussi qu'on est dans une parole qui devient une parole qui n'est pas une parole d'engagement. J'aime bien jouer avec les mots, mais c'est vrai que prendre la parole ou donner sa parole, quand on dit donner sa parole, ça veut bien dire qu'on s'engage. Et je pense qu'on est plus dans une société, j'espère que je ne représente pas ça tout de suite, qui se met plus à bavarder qu'à s'exprimer, ou qu'à penser à ce qu'elle dit, ou à argumenter sur ce qu'elle dit. Donc je vais essayer d'argumenter pour moi sur ce qu'est vraiment cette prise de parole et en quoi elle est importante.
je pense souvent qu'on confond la prise de parole avec l'éloquence. Lucchini, Dupond-Moretti, Obama, Taubira, pour citer plein d'exemples multiples, ont une prise de parole éloquente et facile. Je ne suis pas sûr que c'est ceux qui sont le plus proches de ce qu'ils disent. Après, je vais donner un exemple choquant, mais il y en avait un qui était très proche de ce qu'il disait. Je ne croyais pas pour autant que je vais le défendre, mais c'est Trump. Ça m'a posé cette question quand j'ai commencé à entendre Trump. C'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait juste 6 mois avant les deuxièmes élections, où il n'a pas été réélu. Et ce sondage a été fait sur l'électorat de Trump, sur une grande quantité, où plus de 97% de son électorat a revoté pour lui. Et on donnait, dans ce sondage qui était très intéressant, les informations de départ, comme quoi Trump avait dit plus de 80 et quelques pourcents de mensonges sur les réseaux sociaux. Donc les gens, on leur demandait leur avis sur ce mensonge. Oui, on est conscient de ça, il a menti, ainsi de suite. Voilà. Et puis au bout d'un quart d'heure d'interview, une dernière question leur était posée, est-ce que vous allez revoter pour Trump? Et 97% disaient oui. Pourtant, c'était les mêmes qui avaient reconnu qu'il avait menti un quart d'heure plus tôt. Alors on leur posait la question, pourquoi vous allez voter pour Trump? Et ils ont employé ce mot, parce qu'il est sincère. Et c'est intéressant, je trouve, le mot sincère face au menteur. Et moi, ça me touche énormément, puisque je suis dans le théâtre, donc je suis dans un art où il s'agit de ne pas être sincère, il s'agit d'être dans l'illusion, mais pourtant d'incarner quelque chose pour devenir un fin menteur. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les politiques se trompent parce qu'ils sont plus dans la communication que dans l'incarnation. Et je vais m'expliquer par rapport à ça. On est dans une société qui, dans le monde des entreprises, par le capitalisme, on a fait parler le message comme la chose la plus importante. Donc, il y a un émetteur, il y a un récepteur, on le sait tous, et un message à passer. Et pour tout le monde, il faut que le message passe. Et au théâtre, si on prend le mot message, c'est simple, on va dire, c'est un texte. Donc il faut que Shakespeare passe. Mais j'ai compris que les grands acteurs, c'était pas ceux qui se mettaient devant Shakespeare pour avoir des égos boursouflés et on n'entend plus Shakespeare, et c'était pas ces très bons acteurs qui des fois sortaient du Conservatoire national que j'avais, qui étaient des bons acteurs, généreux, avec une belle technique, qui se cachaient derrière Shakespeare parce qu'ils trouvaient Shakespeare beaucoup plus grand qu'eux. J'ai compris un jour que les bons acteurs, c'était ceux qui se mettaient à la hauteur de ce qu'ils disaient. Donc, ils disaient que Shakespeare et eux avaient autant d'importance et qu'ils étaient des interprètes. Donc, ils devenaient sincères pour le public parce qu'ils se mettaient à la hauteur de ce qu'ils disaient et se mettaient pas derrière ce qu'ils disaient. Et à l'heure actuelle, les hommes politiques pensent que leur message est plus important que leur personne. Et pourtant, ils ont des égos boursouflés. Donc, ils ne prennent pas la parole, les hommes politiques, ils disent. Ils bavardent. Ils oublient qu'en disant le message et en se cachant derrière le message, ils ne sont plus rien. Puisque si on n'incarne pas ce que l'on dit, l'autre ne vous croit pas. Et Trump, son équipe de communication n'avait rien à foutre. Il disait ce qu'il ressentait. S'il ressentait une chose comme ça, il la disait. Il paraissait donc sincère. Et puisqu'il était sincère, il était incarnant. Et si on voit les démagogues en politique, on voit que c'est des incarnants. C'est-à-dire, peu importe ce qu'ils disent, ce qui compte, c'est qu'on y croit. Donc ça veut dire qu'au théâtre, par exemple, peu importe Shakespeare, on peut jouer le bottin mondain, suffit qu'on y croit. Ça veut dire que pour moi, il y a un discrédit énorme dans la prise de parole à l'heure actuelle. Les gens ne parlent pas et disent, et les hommes politiques ne font que de la communication, donc font de la publicité de mots. Et justement, il manque d'engagement. Et moi, j'aime bien jouer avec le mot, c'est-à-dire le l'engagement. Et en politique, le l'engagement, au lieu de s'engager. Pourquoi? Parce que l'incarnation, pour moi, de parler, tout de suite, c'est même si j'ai mis sur ma petite feuille des notes, je ne les regarde pas. C'est vos regards, c'est ce que vous êtes, c'est des acquiescements que je ressens, c'est des différences, parce que j'ai envie d'être dans le présent. Et la prise de parole, ce n'est pas de la communication, c'est d'être dans le présent, ça veut dire être dans l'échange avec l'autre. La rhétorique, c'est penser à bien dire les choses. Je vais essayer de faire de la rhétorique tout de suite, puisque je parle trop vite et que j'ai un peu peur.
Je vais commencer à mettre des silences. Je vais paraître gourou. Voilà, j'ai tout ça à vous dire. Vous comprenez bien? Je fais une politique. Voilà. Donc tout d'un coup, ce que je dis peut être complètement idiot. On m'écoute plus parce que je joue de la rhétorique. Ce qui est important, c'est jouer de l'échange. Comment tu me regardes, comment tu me regardes plutôt. Et donc à partir de ce moment-là, d'échanger dans la parole pour avoir le partage. Et il n'y a pas de prise de parole s'il n'y a pas d'écoute. Et moi je pense que les hommes politiques seront écoutés le jour où ils écouteront. Et ils n'écoutent plus, ils disent. Ils seront aussi entendus le jour où ils parleront. Ils ne parlent plus, ils disent. Et quand je dis les hommes politiques, je pourrais dire nous tous d'une certaine manière. Même là tout de suite, je vais peut-être éviter de dire telle chose parce que je me dis ça peut avoir telle incidence ou telle incidence. Je pense aussi que cette prise de parole qui est dans l'agora, qui peut être intéressante, elle est aussi freinée par une maîtrise et qu'on n'ose plus dire. Voilà. Après, des choses personnelles sur la prise de parole et des choses politiques pour moi au sens le plus noble. Et puis après, je finirai sur le théâtre. Un petit storytelling tout simple, mais que j'ai compris un jour. Ma femme est écrivain, moi je suis un homme de théâtre, donc vous imaginez que pour nos enfants, ils avaient compris quelque chose, c'est que le vocabulaire était important. L'aîné, que vous connaissez, Antonin, qui fait de la musique, s'est trouvé à parler avant même de marcher. Il a dit ballon, il a dit poudon, parce que je lui avais donné un doudou qui s'appelait Proudhon, c'était pour faire de l'humour, vous voyez. Donc il l'appelait Poudon, vous voyez. Mais il a dit Poudon avant presque papa, alors c'est plus difficile à prononcer. Mais il a dû comprendre assez vite que pour moi le vocabulaire était important et que pour sa mère le vocabulaire était important. Un jour il est en maternelle, la veille au soir, on fait des petites maquettes de Moyen-Âge, et puis je lui dis cette chose-là, je lui dis au lieu d'appeler ça des WC, des toilettes, je lui dis on appelait ça des latrines. D'accord ? Il entend le mot latrine, et le lendemain, je vais rechercher mon fils à la maternelle, et il y a l'institutrice qui me dit « Ah, écoutez, ça fait pas mal de temps que j'enseigne, et j'ai jamais vu des enfants comme le vôtre. Il m'a demandé ce matin, est-ce que je peux aller aux latrines ? Je n'ai jamais vu ça. » D'accord ? Qu'est-ce qu'avait compris Antonin ? Il avait compris dans les yeux de ses parents que le vocabulaire avait de l'importance. Moi, je n'ai jamais compris dans les yeux de mes parents que le vocabulaire avait de l'importance. J'étais dans une famille où la parole n'existait pas, elle ne pouvait être coupée. Elle n'était que coupée. Donc, bien évidemment, les latrines, je ne risquais pas de le prononcer. Même, je pense que jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ignorais totalement ce vocabulaire-là. Donc, le choix du vocabulaire fait aussi pour moi le choix de la pensée. Si j'aime autant le théâtre, c'est parce que le vocabulaire fait la pensée, et pour moi, c'est indissociable. On ne peut pas penser juste ou profond si le vocabulaire ne le permet pas. On ne peut pas penser juste et profond si l'échange ne se fait pas. Donc la prise de parole, c'est cet échange aussi. Deuxième anecdote, encore plus importante à mes yeux, petit storytelling encore avec le même fils, Antonin, quand il était plus jeune, à la crèche, il avait déjà les mots, et il se faisait énormément mordre. Et tout d'un coup, j'ai un ami psychanalyste qui me dit, tu sais, il est possible qu'il soit mordu énormément parce qu'il parle. Et vérifie par qui il est mordu. Et en fait, en vérifiant par qui il était mordu par ceux qui n'avaient pratiquement pas de vocabulaire. Et ça m'a intéressé parce que tout d'un coup, ça m'a renvoyé à ma vie personnelle. À l'âge de 11 ans, j'ai eu une crise, et c'est marrant que je parle de la prise de parole aujourd'hui, toute simple. Comme on doutait de moi à l'école et que ça marchait pas tellement bien, et qu'un prof a pensé que j'étais un imbécile, mes parents m'ont fait examiner, à ce moment-là ça ne s'appelait pas quotient intellectuel tout ça, mais pour voir ou pas si j'étais un imbécile. Et ça avait dû tellement me marquer que je suis resté pendant 7 mois sans parler, hospitalisé en hôpital psychiatrique, ainsi de suite, et que j'ai reparlé grâce à des pigeons qui venaient vers moi et auxquels je donnais à manger, et je leur ai parlé. Et en parlant aux pigeons, j'ai retrouvé la parole, j'ai repris la parole. Si je dis ça pour mon fils, c'est important, c'est qu'après ce moment-là, vers l'âge de 13-14 ans, je n'avais pas de mots à ma disposition, je viens d'un milieu simple et tout ça, je n'ai pas du tout de victimisation à faire de tout ça, j'ai eu une enfance heureuse, voilà. Mais j'ai été extrêmement violent, très violent, j'ai fait des coups qui... Voilà, j'ai pas fait de la prison parce que j'ai échappé, mais j'étais extrêmement violent. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'avais pas les mots à ce moment-là. Et que j'ai commencé à cesser ma violence quand j'ai rencontré le théâtre. Et c'est pour ça que je veux finir par le théâtre. C'est-à-dire le théâtre m'a donné un porte-voix.
C'est-à-dire tout d'un coup, je suis devenu comédien par hasard, je me suis mis à lire, j'ai adoré les textes, j'ai compris que le vocabulaire c'était une chance, j'ai même compris que les mots pouvaient être des armes, donc que c'était peut-être plus fort que mes petits poings, et qu'avec une arme blanche, on faisait une blessure qui pouvait cicatriser, mais avec des mots, on peut peut-être, vis-à-vis de quelqu'un, faire une blessure qui ne se cicatrise pas. Et donc à ce moment-là, en rencontrant le théâtre, en rencontrant les mots, j'ai compris que ma violence pouvait s'exprimer autrement. Pourquoi je veux autant participer à des endroits à la prise de parole? J'ai amené ici à Saint-Benoît des comédiennes, des comédiens qui sont tous issus d'un milieu très difficile. Pour la première fois de leur vie, ils ont fait du théâtre. Ça leur a donné la possibilité de prendre la parole, de voir qu'ils pouvaient être entendus, et je suis sûr que maintenant c'est plus facile pour eux de l'apprendre. Je ne dis pas que j'ai résolu quelque chose, mais c'est plus facile de l'apprendre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en parlant avec eux de cette problématique violence et prise de parole, il y a quelque chose, à mon avis, qui est étroitement lié. Je suis sûr qu'on solutionnera tous les problèmes actuels de sectarisme, de violence entre les communautés, ainsi de suite, le jour où, à l'école, au lieu même de faire de l'instruction civique, on apprendra à des enfants à échanger avec des arguments et à comprendre que c'est intéressant pour évoluer d'entendre les arguments de l'autre qui sont des arguments contraires. Et j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une société du discours, où on a tous, y compris moi, des discours bien posés, bien argumentés, bien solides, bien pensés, sur ce que l'on croit. Et au bout du compte, on est dans le discours de ce que l'on croit. Même moi, je suis comme ça. J'essaie, j'y parviens pas toujours, d'être peut-être dans la tolérance de ceux auxquels je ne crois pas. Donc j'essaie d'écouter des pensées qui sont contraires à moi, d'écouter les arguments qui sont contraires à ce que je peux penser, et j'ai l'impression que ça me rend peut-être un tout petit peu plus bienveillant. Je ne vends pas de ce mot parce que je le crains, d'accord? Et puis il est souvent, à mon avis, suremployé par le monde des entreprises, donc c'est un mot que les entreprises se sont emparées, comme Marine Le Pen s'est emparée du drapeau français, donc j'ai envie de dire laissons aux entreprises le mot bienveillance. En tout cas, le mot peut-être de pouvoir se dire qu'il y a un seuil de tolérance qu'on peut gravir au fur et à mesure pour écouter la prise de parole de l'autre. Pour finir, qu'est-ce que je pourrais dire? Par rapport au théâtre, oui. Pour moi, c'est le lieu du langage. C'est le seul lieu du langage, à mes yeux. Ça, c'est ma croyance. Vous pourrez contre-argumenter, quoi qu'il arrive, et vous aurez raison de contre-argumenter, parce que je pense que c'est qu'une croyance et que c'est pas vrai. Mais moi, j'y crois. Pourquoi le langage est le seul lieu au théâtre où il est vraiment le vecteur? C'est qu'il s'appuie sur la partition déjà qu'est le texte. C'est le même pour tout le monde. C'est le même pour celui qui le dit, c'est le même pour celui qui l'entend. Qu'il ne peut être que le lieu, pour moi, de l'échange entre celui qui le dit et celui qui l'entend. Et pour que celui qui l'entend se dise autre chose à partir de là. Pour finir avec le spectacle que certains ont vu hier soir, je fais un rapport frontal. Le rapport frontal au théâtre, c'est le public face aux acteurs, enfin les acteurs face au public. Surtout, souvent, ce rapport frontal est fait dans le théâtre, c'est pour moi qui l'ai inventé, c'est un système brechtien pour créer de la distance avec les spectateurs qui puissent avoir l'esprit critique. Au contraire, moi j'ai fait ce rapport frontal pour que l'acteur Roméo, par exemple, joue face à Juliette spectateur et que l'acteur Juliette dise la déclaration de l'amour face à Roméo spectateur. Pour ramener une confrontation entre le langage écrit, le langage oral, le langage reçu. Et pour moi, c'est le cœur même du langage, c'est le seul endroit où le langage ne ment pas, c'est le seul endroit où il y a engagement, parce que justement, on est tous à équidistance si on est dans un vrai spectacle de théâtre à mes yeux. C'est-à-dire un spectacle de théâtre où la participation active du spectateur est demandée. Un spectacle de théâtre où il peut y avoir de l'émotion mais aucune sensiblerie, où il n'y a pas de pathos pour autant. Un spectacle de théâtre où le cœur même du propos et du texte aime la langue. Moi j'ai l'impression, en tout cas pour finir, qu'aimer la langue,
c'est aimer la pensée. Et je préfère même la langue à la pensée, parce que moi je pense avec la langue. Donc voilà. Après, je pense que c'est préférable de penser et de se taire et de parler après, mais moi j'ai plus l'habitude de parler avant et de penser ensuite, ou de penser avec la parole. Voilà, cette prise de parole, j'aimerais qu'elle soit commune à nous tous, et puis j'espère que là, elle va être prise par chacun de nous pour échanger avec vous, puisque vous avez des questions là. Blaise? Moi, j'ai une première question, plusieurs en fait. Mais d'abord, une première plus biographique. Qu'est-ce qui faisait que, J'ai pas entendu le... Qu'est-ce qui faisait que vous étiez violent? Je pense que c'est parce que j'avais pas d'expression, que c'était mon expression, ça c'est une première chose, et je pense que l'expression de cette violence était due à la violence que je ressentais dans mon milieu. C'est-à-dire qu'il y a des milieux où on est habitué à la violence. Voilà. Donc elle était énorme, ma violence. Elle n'était pas comme je la vis maintenant, avec un jugement de valeur que je peux établir. Elle était totalement énorme, et elle était mon seul moyen d'expression. Même avec mes amis, tout était violent parce que c'était comme ça que ça marchait. Le mot de violence, c'est un mot très abstrait. Oui. C'est-à-dire, il y a plein de formes différentes de violence. C'est quel genre de violence? Vous bagarriez, vous cassiez des objets, des corps? J'avais toutes les formes de violence, c'est-à-dire je pense que j'avais des formes de violence. Des gens? J'ai blessé beaucoup, oui. J'ai blessé beaucoup. Je faisais que de me battre. Je ne savais pas parler avec quelqu'un. Je me battais avec quelqu'un, ça je savais faire. J'avais plus confiance dans ma carrure. Et j'aimais les coups aussi. J'aimais pas écouter. Je savais pas écouter. Donc j'aimais les coups ne me faisaient pas peur. J'en avais pris aussi, hein. Et c'était mon moyen d'échange, mais c'était un bon moyen d'échange. Il m'est arrivé même d'avoir du respect avec mes amis en se foutant sur la gueule. Alors que maintenant j'ai plutôt un respect avec mes amis en échangeant, vous voyez. Mais... Et il n'y a jamais eu une forme d'écoute, même dans les coups? Si, parce que dans la violence, il y a toujours de l'écoute, dans le sens que pour battre l'autre, il faut parer le coup, ainsi de suite. Donc même, j'ai fait du karaté à ce moment-là, enfin ainsi de suite. Dans les arts martiaux, voilà, dans les arts martiaux et tout ça. Après, je faisais des arts martiaux, moi, plutôt pour avoir les moyens techniques de casser la gueule à l'autre, malgré tout. Je n'étais pas dans une finalité très intelligente, hein. C'était pas très fort de ma part. Mais il y a ce rapport, certainement, à l'adversité, à l'autre, qui était un rapport d'écoute. Mais c'est un rapport d'écoute, c'est marrant, on a fait Solitude des champs de coton. C'est un rapport d'écoute comme dans ce que dit Coltès, c'est-à-dire c'est un rapport de truc. Faut défendre sa peau. Donc pour moi, c'était de défendre ma peau, donc il fallait que j'écoute l'autre pour l'assommer, quoi, entre guillemets. Et après, ma violence, c'était... elle était très sectaire, elle était à des endroits très simples. Si un tel était habillé comme ça, j'allais l'agresser même sur le trottoir en le bousculant pour qu'il puisse me répondre. Et que voilà. C'était déjà du discours, du coup. C'était une forme de discours, mais c'était pas des mots. C'était des discours sans phrase. Ah, je sais pas si je dirais sans phrase. C'était des discours avec les points. Il y avait des les points à la ligne. Comment? Il y avait des idées, ou du moins une espèce de pré-compréhension des verbes. Non, je pense que j'en parle maintenant de cette manière-là. Mais franchement, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'ignorance. Mais ceux qui étaient habillés, ils étaient habillés comment? Bah, comme j'aimais pas. C'est-à-dire comme je ne pouvais pas être habillé. Du coup, il y avait quand même cette violence, elle n'était pas insignifiante, quoi. Ah non, elle n'est pas insignifiante. Mais elle exprime. Mais je crois que la violence exprime obligatoirement. Ce que je veux même dire, c'est que la violence, il faut l'écouter parce qu'elle a quelque chose à dire, justement. Simplement, il faut l'organiser, cette violence, pour qu'elle devienne peut-être même une violence verbale qui déjà amène plus d'écoute et qui fait plus appel à la pensée, d'une certaine manière, donc qui va amener les possibilités de tolérance. La violence physique ne crée pas de la tolérance, surtout maintenant. Et je pense même qu'à l'époque, dans les milieux très violents, on avait quelques règles d'honneur. Maintenant, même la valeur de la tribu l'emporte sur la valeur de l'honneur individuel, entre guillemets, qui existait peut-être, j'ai envie de dire ce que je dis, c'est il y a plus de 40 ans, hein, quand même. Enfin, 40 ans, oui, ça fait 40 ans. Le théâtre devrait être obligatoire. Le théâtre devrait être obligatoire. Peut-être pas le théâtre, en tout cas, l'apprentissage de l'échange verbal par rapport à la pensée plus que par rapport à l'opinion. Donc l'argumentaire. Moi, j'ai essayé, parce que j'ai eu ça, bien sûr, j'ai fait comme tous les pères, des règles de transfert, ainsi de suite. Donc j'ai essayé, moi, de transmettre à mes enfants ce que je n'ai pas eu moi-même, bien évidemment. Et entre autres, j'ai toujours dit à mes enfants, si vous avez des arguments, je suis obligé de dire oui.
Donc, dès le plus jeune âge, j'ai eu des enfants auxquels j'ai dit oui. D'ailleurs, par exemple, Antonin, il avait des notes pas possibles parce que je lui avais dit un truc qui était assez bizarre pour quelqu'un qui avait arrêté l'école très jeune. Je disais à mon fils, si tu as entre 15 et 5, c'est pas la peine de me dire ta note. Donc tu me dis tes notes au-dessus de 15, ça m'intéresse, parce que tu as été curieux, ou tu me dis tes notes en dessous de 5, ça m'intéresse, parce que tu es en rapport peut-être de dissidence vis-à-vis de ton professeur, de la matière, tout ça. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'il a eu 3 0 à l'école, et les 3 0, il les a eu en musique, là où il a fait le Conservatoire national supérieur de musique après. Donc c'est assez drôle, les mauvaises notes qu'il a eues, voilà. Et par rapport à ça, je voulais justement qu'il argumente. Et je pense que j'ai des enfants qui ont une chance que je n'ai pas eue, ils savent argumenter. Voilà. Il a, bon, je ne vais peut-être pas poser de question, mais l'argumentation, est-ce que c'est le seul rapport à la parole qu'on peut avoir pour se comprendre? Je pense que c'est l'outil indispensable. Je pense que ce n'est pas le seul, mais c'est l'outil indispensable. Pourquoi? Parce que l'argumentation, même les réfutations, ou ainsi de suite, me permettent moi-même d'avoir une altérité pour l'autre. Si je sais argumenter, ça veut dire qu'obligatoirement je sais entendre l'argument de l'autre. Moi j'ai appris ça au fur et à mesure en étant metteur en scène. Au début, j'étais plutôt dans une autorité assez phallocrate, je pense, dans lequel en plus, moi si j'étais metteur en scène, c'est aussi un rapport à la parole, c'était pour me dissimuler derrière les autres. Je donnais la parole aux autres pour ne pas la prendre, pour me planquer. Et en fait, c'est moi qui avais presque le pouvoir de gérer en tant que chef d'orchestre la parole des autres. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que je n'avais aucune légitimité si je disais ce que je pensais. J'avais une légitimité auprès des comédiens en leur disant pourquoi je le pense. Et là, on peut diriger les comédiens. Tant qu'on dit à un comédien, ça tu l'as mal fait, bien fait, ça n'a aucun intérêt. Là, tu as eu les émotions, aucun intérêt. Par contre, ça, je vois ça, et à travers le texte, il y a ça qui permet de penser ça, qui amène ça. Là, le comédien, il a une nature concrète. Ici, il y a des gens qui ont travaillé sur le théâtre, sur des auteurs un peu spéciaux, par exemple comme Artaud. Ouais, Artaud, ouais. Est-ce qu'il y a des questions concernant la nature du théâtre centrée sur la parole? Est-ce que ça... Non? Ah si, pour moi, il y a quelque chose. Mon fils s'appelle Antonin. Du coup, Baptiste, par exemple, de Artaud un peu. L'idée de penser le théâtre uniquement sur la parole, sur le texte, sur le modèle grec, sur l'idée que le texte prime, et puis les acteurs sont presque statiques, sont des masques, oui. Et puis ils sont des porte-voix. Est-ce que c'est la seule conception qu'on peut avoir du théâtre? Est-ce qu'il y a une conception différente? Je trouve qu'Artaud a la plus haute conception du théâtre par rapport au langage, puisqu'il a même cassé le langage, puisqu'il a travaillé sur les borborigmes, sur les onomatopées, et ainsi de suite, et que Artaud va jusqu'au bout il m'a aidé à penser. Il ne voulait pas une deuxième représentation, il voulait l'exclusivité d'une seule représentation. C'est bien qu'il disait que le théâtre ne peut être qu'au présent, et qu'il ne peut jamais être une représentation, il ne peut être qu'une présentation. Donc pour moi, il était au cœur même de ce que je dirais le langage, en le brisant, mais en lui redonnant tout son sens, comme une sorte de langage universel. Moi, je suis souvent au vieux des musiciens parce que je me dis qu'ils ont quand même un langage universel. Quelles que soient même les musiques, si elles ont des rapports socioculturels selon telle musique, selon tel pays ou ainsi de suite, elles sont audibles à l'oreille par tout le monde. Bien sûr que le langage est audible à l'oreille, mais le langage n'a pas obligatoirement le sens et la définition, alors que la note a toujours son universalité. Donc je trouve que l'universalisme de la musique est le plus beau des langages. Moi j'ai une question, qu'est-ce que... on est beaucoup sur YouTube, les réseaux sociaux, les choses comme ça, il y a des nouveaux modes d'expression, notamment soit de type podcast, qui sont pure voix, soit de type podcast avec des images, ou alors avec quelqu'un qui parle, avec des effets spéciaux, etc. Et je sais pas, quels sont les liens un peu entre ça, et le théâtre, et la prise de parole, et la rhétorique, et des choses comme ça. Je ne vais pas être à l'aise là, parce que je suis un dissident, même si je suis là aujourd'hui, de tout ce qui est réseaux sociaux. C'est-à-dire, je suis complètement un dinosaure des réseaux sociaux, j'ai toujours tout refusé sur les réseaux sociaux. Je fais même des procès si j'apparais sur les réseaux sociaux d'une manière... Non, ne vous inquiétez pas. Là, je suis au courant.
Mais par exemple, quand je signe un contrat, quand je fais une série un petit peu à la con sur la télé, je demande dans mon contrat qu'aucune photo n'apparaisse de moi. Et Patrick, il y a 2 ans, m'a dit « Ah, je t'ai vu et tu avais ta photo dans Télé 7 jours ou Télépoche ». J'ai fait tout de suite un procès, grâce à Patrick, à Télépoche pour dire « Mais comment vous avez eu cette photo ?» Parce que dans mon contrat, j'interdis toute visualisation de moi sur des publications, quelles qu'elles soient, sans mon accord, sans l'accord de mon agent en fait. Mais voilà. Et ce qui est drôle quand même, c'est que sur les réseaux sociaux, de plus en plus, je connais beaucoup d'acteurs qui sont en train de retirer tout des réseaux sociaux par rapport à leur image. Pour quelle raison? Parce qu'elle ne leur appartient plus du tout. Elle est véhiculée. C'est pas l'image qui est posée à ce moment-là qui est importante, c'est l'emploi de l'image qu'on va en faire par la suite. Exemple, Pio Marmaille qui est venu ici à Saint-Benoît, que je connais très bien, et que j'ai eu au téléphone il y a une semaine, quoi, voilà. On détourne la chose. Donc il a pu faire une erreur, je ne veux pas revenir dessus, puis j'ai pas toute l'information, je l'ai juste eu comme ça, mais sa parole a été détournée, c'est évident. Voilà. Donc la parole, l'image, enfin, tout ça c'est important, et puis on est dans un monde tellement instantané avec du paraître, que je pense, mais c'est pas manichéen, donc je pense que les réseaux sociaux, c'est un outil magnifique aussi, hein, je suis pas, voilà. C'est pas parce que je suis hostile que, voilà, c'est simplement ma position individuelle là, que je définis. Je pense que c'est un outil merveilleux. Je m'en sers bien sûr pour... j'aime bien Encyclopédie Universaliste plutôt que Wikipédia. Voilà à peu près les comparaisons que je pourrais faire entre 2 types d'informations. Je pense que c'est un outil très utile, mais je pense que dans le monde du paraître, dans le monde de l'instantanéité, dans le monde de la patience, il ne fait que renforcer ce rapport-là. Dans le monde de la suractivité aussi. Voilà. On est suractif sur les réseaux sociaux. On n'a pas le temps de la réflexion. Voilà. Les réseaux sociaux sont un peu comme moi, ils parlent avant de penser. Et je pense que j'ai tort, donc je ne vais pas donner raison aux réseaux sociaux. Voilà. Moi j'ai peut-être une question, parce que tout à l'heure vous avez dit que les hommes politiques n'étaient pas sincères quand ils parlaient, puisqu'ils n'incarnaient pas ce qu'ils disaient. J'ai dit qu'ils n'incarnaient pas ce qu'ils disaient, c'est pour ça qu'on ne les pensait pas sincères. D'accord. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères. Hein. Mais du coup, comment, enfin... du coup, la question elle change. Ah. Mais du coup, c'est quoi être sincère quand on dit Je pense que ça n'existe pas, la sincérité. Comment on fait justement. pour ne pas faire de communication? On incarne ce que l'on dit, c'est-à-dire qu'on est dans ce que l'on dit. Et donc on est en équation parfaitement avec ce que l'on dit. Mais c'est possible ça. Ah oui, je pense que c'est possible, oui. Ça ne veut pas dire être sincère, ça veut dire être en équation entre la personne que je suis, ce que je pense et ce que j'ai à dire. Je pense que je ne suis pas sincère, j'utilise des moyens de séduction comme tout le monde, j'utilise des moyens de protection comme tout le monde, mais si je me trouve face même à un ministère de la Culture pour telle chose, je vais être en équation entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je suis. Face à Patrick ici, à Saint-Benoît, j'ai toujours été dans mon équation avec ce que je pensais, tel que j'étais, que ça plaise ou que ça plaise pas. Je pense que c'est ça le degré peut-être un petit peu de cohérence, moi je dirais. Voilà. Les hommes politiques ne sont pas cohérents parce que qu'ils fassent écrire leur discours par d'autres, ça je le comprends très bien. Mais qu'ils disent des choses dans leur discours qu'ils n'ont pas à dire, ça je ne le comprends pas. Comment on peut savoir ce qu'ils n'ont pas à le dire? Ah ça, moi je suis quand même intraitable au niveau de l'oreille. Je sais que Macron est quelqu'un de très intègre quand il a toujours quelque chose qui est du domaine du pathos. C'est un émotionnel, par exemple, en termes de théâtre. Donc s'il parle de la cathédrale de Paris qui est brûlée, il n'est pas dans le discours. S'il parle même de son discours, qui est pour moi le meilleur discours qu'il a fait, qui n'est pas qu'un discours pour Samuel Paty, il est, à mon avis, dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que tout d'un coup, sa mission d'homme d'État, il se sent une responsabilité et il est dans le pathos de ce qu'il dit, qui n'est pas un pathos justement de sensiblerie, un pathos grec, c'est-à-dire qu'il est dans l'émotion telle qu'elle est définie. Et là, il est en équation entre ce qu'il est, ce qu'il vit dans ses émotions sans en faire de trop, et ce qu'il dit. Alors que la plupart du temps, il va être dans une séduction quelconque, ou ainsi de suite.
Il suffit d'entendre les hommes politiques quand ils disent du creux, par exemple, d'écouter le même homme politique, et c'est pas du tout sa pensée politique que je définis, c'est comment il parle. Écoutons-le quelques mois après Samuel Paty, c'est sur les réseaux sociaux, donc on peut le voir, le moment où il dit ses meilleurs vœux aux Français. Là, il dit du vide, et donc il n'a aucune incarnation possible. Soit il ne devrait pas le faire, soit il devrait l'écrire, soit il devrait le faire écrire par quelqu'un d'autre pour trouver une équation. Donc il faut ressentir ce qu'on dit pour... Il faut être proche de ce que l'on pense pour dire quelque chose. Sinon, on bavarde. D'accord. C'est ça que je veux dire. Une équation entre ce que tu penses et ce que tu dis. Et surtout, une équation entre ce que tu penses, ce que tu dis, au moment où tu le dis. Il y a moi de te parler comme ça tout de suite, au moment où... Voilà. Avec je sais pas, enthousiasme, enfin, avec volonté de te faire comprendre mon idée. Voilà. D'accord. Mais cette équation, elle ne peut pas être dangereuse, problématique. Alors, est-ce que c'est si bon d'être tout le temps dans une forme d'articulation entre son affect immédiat et son discours et son action? Après tout, moi je préfère que les gens se feuilletent, soient un peu hypocrites lorsqu'ils sont, je sais pas, par exemple des fascistes ou je sais pas. Je préfère qu'ils aient besoin justement de se dissocier en parole et en affect. Ne serait-ce que parce que peut-être cette dissociation à un moment donné peut permettre de réorienter leur affect. pour moi, dans ce que je disais tout à l'heure, l'équation d'être au moment présent, dans ce qu'on dit et dans la pensée, c'est aussi avec l'autre. Donc je pense qu'un fasciste peut être aussi sincère qu'il veut, il n'est pas avec l'autre. Il est dans la fascination qu'il exerce pour attirer l'autre, pas pour échanger avec lui. Donc n'oubliez pas que dans ce que j'ai dit, il y a la notion de présent cadeau dans la prise de parole. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est moins une affaire de prise de parole qu'une affaire de laisser la parole. C'est-à-dire que, ou de silence, c'est-à-dire que celui qui est vraiment présent, c'est celui qui se tait et qui arrive à laisser émerger une parole difficile chez l'autre. Donc, ou laisser la place. Et, du coup, il y a une sorte de tension dans ce que tu dis, mais qui est intéressante, entre être présent en prenant la parole, alors qu'il semblerait que être présent d'abord, c'est comme c'est Coltès, capter un regard, rencontrer un regard, saisir le moment où l'autre va parler en fait. Bon, je sais pas, c'est comme ça. Oui, j'entends ce que tu dis. Je dis ça comme ça, mais on pourrait dire le contraire de toute façon. Oui, c'est ouvert. Non, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et ce que je pense moi réellement, c'est que la prise de parole, elle est l'écoute pendant que tu parles, ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que pour moi, la belle prise de parole est toujours très difficile, parce que c'est plus difficile, contrairement à ce qu'on pense, d'écouter, de parler, je fais le lapsus, c'est intéressant, que d'écouter. Pourquoi ? Parce que parler, c'est d'abord écouter. Donc ça veut dire que quand je parle tout de suite, je dois écouter le moment où tu as été à droite, à gauche, dans tes yeux et tout ça, en écoutant sans écouter ce que je dis, ou le moment où tout à l'heure, tu as pensé pendant que je parlais déjà la réponse que tu allais faire et tout ça, pour échanger avec toi. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas analytique ce que je suis en train de dire, c'est comme les acteurs, c'est-à-dire c'est un partenariat de l'instant où tu dois être sans arrêt dans l'émotion du vivant que tu as en face de toi. Parler, c'est un vivant qui sent le vivant, je dis toujours. Il sent le vivant, c'est-à-dire qu'il hume l'autre. Parler, pour moi, prendre la parole. J'essaye de prendre la parole tout de suite, c'est pas simplement de faire une conférence, c'est échanger. Et parler, c'est justement sentir le vivant que tu es, même si c'est subjectif, ça crée chez moi un émotionnel. Et je pense qu'il y a échange quand aussi l'émotionnel est en place. Et pas simplement quand l'intellectuel parle. C'est aussi ce rapport émotionnel et intellectuel qu'il faut mettre en équation. Voilà. Un dernier truc, du coup, qui serait radicaliser un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à ça, c'est dans les exemples que tu donnes d'écouter en parlant, il y a beaucoup d'anticipation de ce que l'autre va dire, de comment il est en train de penser, de savoir un peu. Et est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi une attitude où, plutôt que d'essayer d'anticiper ou de saisir ce que l'autre va faire, qui est peut-être erroné, c'est peut-être un fantasme, juste trouver un moyen de parler en laissant être l'autre, en le lâchant au contraire plutôt qu'en le tenant, être présent à lui, c'est-à-dire même pas
être attentif à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de il faut que je le laisse parler, de s'épanouir tout seul, mais moins dans le truc que je sens que là il est en train de penser à sa réponse, je sens que là, comme si en silence l'écoute plaçait quand même l'autre dans une scène imaginaire à constituer où il y aurait potentiellement un scénario déjà écrit ou un script justement comme tout à l'heure, une partition. Et peut-être qu'il y a même un mouvement plus radical. Je pense, Blaise, que dans ce que tu as entendu de moi, soit je l'ai mal exprimé, soit tu le retranscris d'une manière cérébrale, je trouve. C'est-à-dire qu'au bout du compte, je parle émotivement. C'est-à-dire que si je te vois faire ça et tout ça, je n'analyse pas, tiens, il suce son pouce ou ainsi de suite. Je m'en fous. Par contre, je vis ce que tu es. Donc c'est dans le présent. Donc c'est sans rapport intellectuel ou de maîtrise intellectuelle de me dire, il y a ça, donc c'est ça. Et ce que je pense souvent, c'est qu'on ne s'écoute pas. Même là, quand je t'ai écouté, je me suis dit, il faut que je fasse l'effort de bien l'écouter jusqu'au bout, parce que je savais déjà ce que je risquais de te répondre. Et en risquant de te répondre quelque chose, je ne te laisse pas aller jusqu'au bout, puisque je t'interromps par ma pensée. Donc on interrompt tous par la pensée, en pensant déjà la réponse. Ce qui est important, c'est de se dire qu'en parlant, on écoute encore mieux si jamais on entend les manifestations de l'autre. Puisqu'il y a échange paraverbal qui n'est pas analytique, qui n'est pas du body language, tout ça, je ne crois pas à ça, qui est un échange émotif avec toi. Et à partir de ce moment-là, j'argumente en fonction de cette émotion que je reçois. C'est la chance que j'ai eue dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu tout d'un coup des éléments culturels qui m'ont permis de me mettre à penser au fur et à mesure. Mais j'ai d'abord été quelqu'un de très animal et je veux garder ma part d'animalité. Donc dans ma prise de parole, c'est là que je mets au cœur l'écoute. C'est est-ce que l'animal qui est en moi est bien en train d'écouter, et non l'intellectuel qui est en moi qui me permet de penser mais pas d'être ému. Et je pense aussi que ce qui est le plus dur dans une vie, et la prise de parole est au cœur de ça, c'est que la prise de parole, c'est à la fois l'acte d'ouverture vers l'autre et l'acte d'ego, pour avoir un ego bien placé, et là c'est vachement compliqué. Et je pense que des fois, écouter est aussi une grande facilité, une grande bienveillance bien pensante aussi, des intellectuels comme moi qui des fois disaient « j'écoute, je préfère écouter » ou « je donne la parole aux comédiens avant de dire quelque chose ». C'est tellement plus facile. Je peux les manipuler comme je veux puisque je les fais parler en premier. On sait tous ça. Voilà. Donc, tout d'un coup, même l'écoute peut être une forme de manipulation. Alors que l'écoute dans la parole, si elle est émotive, c'est une forme d'échange humain. Et j'y parviens pas, hein, mais j'essaie. Même avec toi, j'essaie. Oui, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris dans ce que vous disiez. Je ne sais pas si ça va donner une réponse réellement de votre part, c'est juste quelque chose que j'ai noté. Oui. Habituellement, quand on parle du langage pour permettre de s'extraire de la violence, etc., c'est-à-dire que le langage mène à une sorte d'apaisement. Et en fait, vous, ce que vous avez mentionné, c'est que vous avez découvert le pouvoir, enfin, il y avait une espèce de jubilation de la violence qui peut être infligée par les mots. Et en fait, je trouve juste ça intéressant, où c'est pas vraiment un apaisement, c'est juste une technique différente, et c'est vraiment une capacité à blesser, mais qui est peut-être un peu plus insidieuse, un peu plus sournoise. Percutante, ouais. Enfin, je sais pas, ça m'a juste un peu surprise, parce que voilà, vous avez un discours qui est bienveillant, justement, comme si vous voulez. Enfin voilà, les jeunes qui ont des situations difficiles, etc. Et donc, il y a une espèce d'idée d'apaisement par les mots, et en même temps, c'est plus une prise de pouvoir, en fait. Est-ce que, on s'apaise quand on se sent puissant, peut-être, qu'en fait, on est beaucoup plus violent quand on se sent impuissant, parce que sinon ça me... En fait, j'en sais rien. J'entends tout ce que tu dis, ça m'intéresse vachement. Si j'aime autant la solitude du champ de coton, c'est parce que dans cette pièce, Coltès a montré que tout est troc. Au départ, d'ailleurs, on troque. L'homme troque avec l'autre. On troque, troquer, échange commercial presque entre tout le monde. Quand j'ai découvert cette pièce, et puis après je l'ai mis dans une de mes saisons, et j'avais François Coltès, le frère de Coltès, qui était avec moi. Coltès, au départ, l'avait écrit en pensant à un ring de boxe, d'où dealer-client. Et en fait, après, il s'est dit, mais c'est la question du désir que je traite, c'est la question de l'amour, ainsi de suite. Donc je pense
qu'on est tous les uns à l'égard des autres, avec une certaine violence et avec des formes inconscientes de vouloir dominer l'autre. Et le langage est certainement l'outil dont on se sert pour ça. Donc, à certains moments, je m'aperçois que mon langage est un pouvoir de persuasion, est un langage dominateur, est un attribut du pouvoir. Et là, il est violent pour moi, parce qu'il est un attribut du dominant. Et j'ai envie de dire, dans une journée, moi, je suis 80% dominant, parce que ça me permet de me protéger les autres. Et je pense qu'on est pas mal comme ça. D'accord ? Quels que soient les mots qu'on emploie ou les vocabulaires qu'on emploie. Et d'autre part, je pense que le langage est langage, et c'est pour ça que je dis au théâtre, il est là, le langage. C'est qu'il n'y a pas de domination. Les acteurs ne dominent pas les spectateurs. Les spectateurs ne sont pas soumis à l'acteur si on est dans cette notion d'échange où les mots sont là pour être dits. Si on dit du Coltès, la pensée de Coltès, elle est pour tout le monde. Ceux qui le disent, ceux qui l'entendent. Pour moi, c'est ça le théâtre, c'est le seul lieu où il n'y a pas une domination par le langage. Donc c'est ça que je voulais exprimer aussi tout à l'heure. Et l'attribut du langage, quand même, n'oublions pas, même encore, il est souvent donné au pouvoir. Il est souvent donné à une forme de phallocratie. Il suffit de voir des soirées qui parlent le plus, ainsi de suite, d'accord ? Même dans vos générations, je le vois moi ici avec les comédiens quand j'arrive, on a été élevé comme ça, d'accord ? Vous avez été élevé avec une écoute bienveillante, ceci, cela, comme si cette sorte de passivité vous donnait des qualités intrinsèques et qu'on n'est pas à vous entendre, tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a ça aussi qui, à mon avis, demeure et qui est important à dire, que le langage n'est pas un attribut du pouvoir si on le dépasse. C'est pas un attribut de violence, c'est normalement un attribut d'échange. Donc c'est pas un attribut. C'est constitutif à l'échange. En revanche, j'ai pas l'impression que de rester silencieux ou passif, ce soit une situation qui soit vraiment désirable. Enfin, je sais pas. Oui. On parlait comme on se donne une certaine contenance, on a l'impression d'avoir une valeur parce qu'on reste silencieux, mais souvent les gens qui restent silencieux, par exemple dans ce genre de situation, c'est parce qu'on se sent pas légitime en fait de prendre la parole. C'est un problème de légitimité. Oui, mais c'est un problème de confiance, légitimité. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde où des fois ceux qui ont quelque chose à dire n'osent pas le dire parce qu'ils ne savent pas le dire fort. Donc on ne peut le dire que par la violence. Tu vois, où les réseaux sociaux deviennent cette violence. C'est ça que je veux dire ici. Ou ce porte-voix. D'accord ? On ne peut pas le dire, on ne peut plus parler tendrement. Voilà, j'ai l'impression. Je rebondis là-dessus d'ailleurs sur l'expression par l'écriture. Alors moi j'ai entendu par exemple un exemple, c'est dans une des startups, mais voilà, c'est une startup qui avait dit que parce que c'est des méthodes pour que tout le monde s'exprime, etc. Et en gros ils disent que justement il y a des personnes qui prennent beaucoup la parole et qui du coup font taire les autres, etc. Et du coup ils ont dit on ne parle plus, on n'écrit plus que par écrit et par chat, et du coup c'est interdit de parler pendant telle ou telle heure. Et est-ce que l'écrit, l'expression écrite est un moyen aussi, parce que dans l'écrit c'est pas les mêmes mécanismes, dans l'écrit tout le monde peut écrire et ça s'accumule un petit peu, donc c'est pas aussi une solution pour l'expression. Alors je viens de faire pardon. Oui. Non, je sais pas, si tu parles des cours sur Zoom ou quoi, moi bien des fois j'aurais aimé pouvoir juste dire attends, juste... Non, à l'écrit, c'est en chat. Oui, c'est ça, mais du coup sur Zoom, au bout d'un moment ils coupent les micros et tu peux poser des questions sur le chat, mais en fait c'est le moment où tu vas remettre en question 5 fois plus en fait, ta question parce qu'elle va rester écrite là et que tout le monde va pouvoir la voir, parce qu'elle reste en fait. Parce que si tu dis quelque chose, donc ça s'évapore, dans le sens où tu peux le lancer, et voilà, là, il y a vraiment... Je trouve ça vraiment pire, je trouve ça encore plus difficile de prendre la parole. Oui, parce qu'il y a les fautes, c'est ce que j'allais dire, il y a les fautes d'orthographe, il y a les problématiques aussi d'écriture, de style, ou ainsi de suite. Donc il y a aussi des gens qui, par l'écrit, ne se sentent pas légitimes. Donc j'ai envie de dire, il y a les mêmes problématiques. Et pour moi, il y a une problématique en plus par rapport à ce que je veux défendre, c'est la problématique de l'instantanéité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'échange. Une correspondance épistolaire d'amour ou une déclaration d'amour, ça n'a pas le même langage, je veux dire. Donc tout d'un coup, si j'écris une lettre d'amour ou si je fais une déclaration d'amour, il y a un langage qui est différent parce que j'ai la réaction de l'autre en face aussi dans l'échange. Et si on imagine, c'est vraiment juste des questions, c'est pas, on va voir vos avis, c'est que si on imagine par exemple des
texte instantané, du coup, en chat, il y a pas de... et qui s'efface au bout de 3 secondes. Voilà, ça se rapprocherait de la parole, oui. Ouais, mais ça serait textuel et du coup, tout le monde. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en... Et je pense qu'il y a les mêmes complexes, c'est ça que je veux dire. Prendre la parole, c'est pas les mêmes personnes qui ont les mêmes complexes. C'est-à-dire que moi, par exemple, je préfère l'écriture parce que souvent je suis trop bavard. Parce que l'écriture me rend synthétique. Donc moi, je préfère écrire, si tu veux. Même aux comédiens, qu'est-ce que je fais quand j'ai quelque chose d'important à leur dire? Je leur dis pas, je rentre, j'écris, et le lendemain à la répétition, je viens avec cet écrit pour être synthétique et avoir plus d'impact. Donc on est plus à l'aise dans l'un ou dans l'autre, je pense aussi. Après, on peut être à l'aise dans les deux, mais on est plus à l'aise dans l'un ou dans l'autre. Et ce que je voulais revenir aussi sur la violence, je trouve, de ceux qui n'ont pas la légitimité, pour travailler dans le monde des entreprises à l'heure actuelle, avec ce que je fais, je m'aperçois aussi que les problèmes de légitimité, c'est quand même drôle, c'est souvent ceux qui ont le plus de choses à dire qui n'osent pas le dire. Parce qu'ils sont tellement dans le mécanisme, ou alors c'est ceux qui ont l'érudition qui peuvent dire. Mais au milieu, on a les grands bavards qui n'ont rien à dire, on a les gens qui ont quelque chose à dire et qui ne disent rien, et qui n'osent pas le dire et qui ne se trouvent pas la légitimité pour le dire, et puis on a ceux qui ont peut-être quelque chose à dire et qui ont l'éloquence pour le dire. Et les grandes écoles, c'est le problème aussi. Les écoles de commerce, c'est le problème aussi. C'est-à-dire tout d'un coup, moi ça étonne toujours quand je me demande des entreprises, je dis, toi tu as fait l'école de commerce, toi tu as fait l'école... Je peux désigner sur les 15 personnes que j'ai, les 7 qui ont fait des écoles de commerce en 3-4 minutes avec un exercice. Ils disent, mais vous êtes magicien, donc moi je suis malin, c'est pour faire tout de suite, on donne du crédit parce qu'on se dit, putain, qu'est-ce qu'il est connaisseur, il a repéré les 7 qui font de l'école de commerce. Mais pourquoi? Parce que je vois dans le body language qu'on leur a appris, je vois même dans leur façon d'éloquence, que c'est de l'éloquence rhétorique toute faite. C'est des recettes. Donc ils n'incarnent plus justement. Déjà ils communiquent. Mais ceux-là, ils prennent la parole parce qu'ils sont sécurisés et on les a sécurisés dans une prise de parole formatée. En fait, moi je dis même qu'on a sécurisé dans les écoles de commerce les gens pour prendre une parole dans un type de parole qui ne dérange personne. Donc on fait dans des écoles de commerce des gens qui savent parler pour ne rien dire, à mon avis. Ça s'apprend à parler pour dire des choses. Ah ouais, ben, je suis aussi prof d'éloquence, donc j'ai la double casquette, si tu veux, bien sûr. C'est quoi la différence avec ce qu'on peut apprendre, ce que vous décrivez dans les écoles de commerce? Ça veut dire qu'il y a un peu de la forme et du fond. Dans ce que j'ai défini prise de parole, c'est ce que j'appellerais plus le fond. Dans l'éloquence, la rhétorique classique, avec les piliers même de Cicéron et tout ça, qui sont de la rhétorique, instruire, c'est intéressant, c'est instruire, pathos et plaisant. C'est-à-dire qu'en fait, pour être écouté, si tu as déjà les 3 atouts, c'est-à-dire que je te donne quelque chose qui te renseigne, je te fais un peu d'émotion, et j'essaie d'être plaisant au niveau de la forme. C'est-à-dire plaisant tout de suite, je ne le suis pas, je ne pense pas comment je parle. Mais là, je vais me mettre à parler vite, je vais faire du liquiné, tout d'un coup je parle beaucoup plus vite, je laisse un silence. Je repose un peu la voix, je parle comme ça. Et là, toi, tu trouves du plaisant parce qu'il y a de la mélodie. Eh bien, l'éloquence, c'est de la mélodie, c'est de la prosodie, comme on dit au théâtre, c'est juste de la séduction, c'est du phare, c'est du rouge à lèvres de la parole. C'est du phare. Et par exemple, quels seraient des petits conseils rapides pour avoir de l'éloquence en fait? Alors, je pense que si je donne 3 conseils comme ça, je dis 3, voilà. Tu vois, je fais de la communication, tu vois, là, je me suis fait avoir par les commerces. On donne toujours 3, les politiques, les 3 conseils, je viens de me faire avoir complètement, tu vois, ma parole, elle est déjà, voilà, si je donne un premier conseil, après je verrai si j'en ai un deuxième qui m'arrive, le premier conseil qui me semble le plus élémentaire quand on parle, c'est de regarder celui qui en parle. C'est l'échange. Parce que je te fais exister, déjà, tu as plus envie de m'écouter. Si maintenant je parle comme ça, si je prends mes notes, que je regarde ça, ainsi de suite, tu risques d'être moins entendu alors que ton propos est très intéressant. Mais parce que tu n'invites pas l'autre. Et moi je dis inviter l'autre, on n'a pas de paupières dans l'oreille, c'est 2 choses. Le deuxième rapport, c'est mettre de la musique quand tu parles, et le premier rapport, c'est mettre de la relation à l'autre dans l'adresse. La parole adressée, envoyée. Là aussi, les hommes politiques ont du boulot à faire. Ils n'adressent pas la parole, ils s'auto-parlent. Là aussi, vous avez du boulot à faire, vous les intellectuels, entre guillemets, c'est que des fois, vous êtes sur vous-même. D'accord ? C'est ce qu'on m'a retranscrit de quelques personnes qui sont venues vous voir. Parce que c'est en fait un peu difficile des fois, quand on s'exprime, en fait, justement, on réfléchit à... En fait, ouais, c'est ça, en fait, c'est exactement ce que vous dites. On réfléchit à ce qu'on dit, et du coup, c'est difficile de faire les 2 choses en même temps. Ouais. Mais en même temps, ça sert quand même de réfléchir, justement, pour
essayer de donner des informations les plus pertinentes possibles. Oui, mais c'est comme l'acteur, c'est-à-dire que je pense que des fois, par des types d'écoles, je le vois pour mon fils qui fait l'école de hautes études et tout ça, il se fait pas avoir, mais j'ai vu quand même que sa pensée pouvait se transformer, c'est-à-dire que sa façon de réfléchir se transforme pour avoir une certaine lenteur, pour pas dire des conneries, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans cette réflexion qui a une certaine lenteur, une certaine secondarité, il y a quelque chose qui n'est plus totalement dit au moment où ça peut être dit. Et c'est là que je dis que des fois on diffère la parole. Des fois je peux moi en tout cas avoir du retard sur ce que je dis. Voilà. Et je pense que c'est bien d'être au rendez-vous de ce qu'on dit. Et ça, c'est pour ça encore que j'aime le théâtre, vous comprenez? C'est un texte qui dit à l'instant ce qui est. Et Patrick qui l'a vu hier, je pense qu'on sentait bien que c'est de l'adresse. Les acteurs ne jouent pas entre eux, ils jouent pour le texte, pour que le spectateur entende le texte. Ça part d'une idée merveilleuse du théâtre, qui n'a jamais été faite, que j'ai voulu faire là, à Saint-Benoît. C'est ce que appelait le théâtre de Fauteuil-Musset, c'est que lui, il estimait tellement que le texte était important, qu'il voulait faire un théâtre où les acteurs devaient être assis. Et on restait assis, on ne bouge pas, pour qu'il n'y ait pas de visuel, et que le texte soit juste, voilà. Donc moi, hier soir, ils étaient assis, ils se levaient tout d'un coup quand il y avait à dire, et de temps en temps, je venais casser cette chose-là, pour casser aussi le confort possible du spectateur. Voilà. Bah, j'ai fini, hein. Ouais. Bon, merci beaucoup. Bah, merci à vous, en tout cas. Merci de vos regards.